Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur BNews 1. C'est bien sûr votre programme Obama Time qui démarre. Ce soir, nous parlons du Covid-19 et de l'impact sur l'économie camerounaise. Un an, jour pour jour, après l'arrivée dans notre pays de cette pandémie. Quels sont les dégâts qui ont été causés dans l'économie camerounaise? Comment les PME, les grandes entreprises ont subi les conséquences de la Covid-19? Quelles sont les mesures qui ont été prises par le gouvernement pour accompagner l'économie camerounaise? On en parle au cours de ce programme. Vous écouterez quelques responsables des entreprises qui nous diront comment ils ont subi donc les conséquences du Covid-19 ou de la Covid-19 comme cela vous convient. Et on parlera surtout des mesures prises par le gouvernement. Ont-elles feedback qui estimait que, comme d'habitude, que je suis un peu trop dur avec ceux qui nous gouvernent. Mais ce que j'aimerais rappeler une fois de plus, c'est que nous faisons la science, et la science, elle est dure. Elle permet de faire des critiques constructives. Elle permet de faire des évaluations et de faire des propositions. Donc, je crois que nos dirigeants, tous ceux qui sont dans l'appareil de direction, devraient plutôt être très heureux que nous fassions leur évaluation afin qu'ils puissent s'améliorer. Alors, certains se poseront peut-être la question de savoir pourquoi vous êtes revenu. Je rappelle qu'hier, on parlait de la recrudescence et de la résurgence de nombreux cas de Covid. Mais aujourd'hui, on est vraiment dans votre domaine, l'économie de la santé, puisqu'on parlera des conséquences du Covid sur l'économie camerounaise. J'ai appris, je me trompe peut-être, que vous avez été consulté par la Chambre des comptes au Cameroun. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez là en tant qu'expert ou quoi? Bon, je dois dire premièrement que ce sont des informations confidentielles, mais comme c'est déjà à ce niveau, je dois dire ici que je traîne en fait un background qui est assez important aujourd'hui, peut-être parce que je n'ai pas souvent l'habitude de parler de mes activités et j'essaye d'être un peu plus effacé. Il faut comprendre que c'est pas aujourd'hui que je commence à faire ce travail sur l'évaluation des financements, l'évaluation des impacts économiques sur des maladies sur les pays. Je peux rappeler ici, premièrement, que j'ai travaillé dans le cadre de l'évaluation également des financements du paludisme au Cameroun, avec le Fonds mondial, un projet qui était logé au Centre Pasteur à l'époque. Et puis également, j'ai travaillé avec la Banque mondiale dans le cadre de l'évaluation de la gestion du financement public de la santé au Cameroun. Donc, avec tout ce background, avec toutes les autres activités que j'ai pu mener entre-temps, et il faut également leur rappeler que tout ce background m'a permis également d'être consacré meilleur chercheur en économie de la santé en Afrique en 2019. Donc, et puis également décoré à titre exceptionnel par le président de la République du Cameroun, comme chevalier de l'ordre de la Vallée. Bravo. Donc, tout cela me permet justement d'être dans cet élément qui voudrait que lorsqu'il y a une situation comme celle que nous vivons actuellement, comme Covid, je suis en quelque sorte, pas peut-être la personne la mieux indiquée, mais je traîne quand même une certaine expérience qui permet qu'on puisse me consulter
et me poser des questions concernant un certain nombre de choses dans la gestion de la crise. Merci d'être avec. Alors, c'est dans ce sens-là que la Chambre des comptes vous a contacté. Oui, tout à fait. C'était pour confronter les chiffres. Oui, tout à fait. Et j'avais déjà produit en quelque sorte une analyse critique de la gestion de ces financements. C'est-à-dire que j'ai fait un petit rapport qui permettait déjà de retracer en quelque sorte les dépenses que j'estimais utiles et inutiles. Et je pense que dans le cadre peut-être de l'émission tout à l'heure, nous allons peut-être revenir dessus parce qu'il y a beaucoup de choses qui auraient dû certainement ne pas figurer dans les dépenses que nous avons menées dans le cadre de la gestion de cette crise. Merci d'être avec nous, docteur Albert Zé. Au quartier, on comprendra donc la notoriété et surtout pourquoi on l'a choisi pour revenir ce soir, pour que nous évaluions ensemble l'impact économique ou l'impact du Covid-19 sur l'économie camerounaise. Il est certainement l'une des meilleures plumes des questions économiques au Cameroun. Philippe Nsouaï est journaliste, il travaille pour le journal Baromètre communautaire. Philippe, bonsoir. Bonsoir Ernest. Ça va? Ça va bien. Baromètre communautaire, ça va quand même après Non, baromètre communautaire, disons que nous avons suspendu les publications. publications. Et vous travaillez pour qui maintenant? Et je suis actuellement à Eco Matin. Je suis grand reporter. Grand reporter à Eco Matin. Vous savez qu'on peut vous tendre la perche pour BNews 1. Je n'étais pas au courant que vous n'étiez plus à Baromètre communautaire. Et vous avoir comme spécialiste des questions économiques ne me dérangerait pas, encore moins le PCA. On en parle après l'émission, Philippe. Merci d'être avec. Comment vous allez vous-même? Non, je vais bien. Je vais bien. En tout cas, peut-être je vais mieux que les malades atteints du Covid. Donc, si vous dites, pour l'instant. Merci d'être avec nous ce soir. C'est un aîné et le président d'un groupement patronal. Il est régulièrement consulté par le gouvernement pour avoir son avis sur les questions économiques et notamment les rapports entre le public et le privé. D'ailleurs, il revient de Douala où il a pris part à un grand symposium, un forum entre le secteur public et le secteur privé animé par la Direction générale des impôts. On l'a également vu aux côtés du directeur général de la CNPS, la Caisse nationale de prévoyance sociale, l'une des entreprises les plus performantes du Cameroun de l'heure, pour expliquer le bien fondé du paiement des cotisations sociales. Il est avec nous ce soir, c'est le président du MECAM, Claude Abaté. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Monsieur Bama, c'est toujours un plaisir d'être sur votre plateau. Ça va? Ça va. Comment se porte le MECAM? Le MECAM se comporte comme la plupart des entreprises de la communauté des affaires. Vous savez que le Covid a été un véritable choc pour les entreprises parce que nous avons commencé l'année 2020 avec beaucoup d'espoir. Et le Covid est arrivé et il a mis en branle et en difficulté beaucoup d'entreprises. Et donc, ça a été une année difficile. Nous espérons que l'année qui commence avec une meilleure maîtrise de la maladie, elle sera meilleure. Elle sera beaucoup plus meilleure. Donc c'est un peu dans cet optimisme, on va dire, tempéré que nous abordons en tout cas la nouvelle année. On a été rejoint par docteur Thomas et docteur Armand et va nous rejoindre sur le plateau. Mais déjà, on a souvent accusé le directeur général des impôts, peut-être à tort, d'être fermé, de ne pas s'ouvrir au public. Mais c'est bien ce qui a été fait à Douala, d'aller à la rencontre des opérateurs économiques, de leur expliquer le mode de fonctionnement de la Direction générale des impôts, surtout que peu de temps avant, le directeur général de l'impôt, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, c'est extraordinaire ce qu'il a réalisé. D'abord la Direction générale des impôts et puis le complexe sportif aujourd'hui qui fait la fierté du Cameroun. Oui, écoutez, nous, en tout cas, au niveau du MECAM, on a beaucoup de mal à se retrouver dans ces accusations qui sont souvent portées à l'endroit de ceux aux responsables des impôts, de la Direction générale des impôts, parce qu'au-delà de la rencontre, de la grande rencontre qu'il y a eu à Douala entre la Direction générale des impôts, conduite par son directeur général et le secteur privé, grandes entreprises et petites et moyennes entreprises, nous avons un dialogue quotidien, régulier et constant, permanent avec la Direction générale des impôts, que ce soit de manière formelle lorsqu'il faut examiner un certain nombre de propositions qui peuvent être reprises en compte par la loi des finances, que ce soit à d'autres occasions plus informelles, que ce soit au travers de nos sollicitations. Donc nous, en tout cas au niveau du MECAM, on ne ressent pas cette fermeture.
on a plutôt un dialogue très constructif. Je voudrais même vous dire, M. Ernest Obama, qu'il y a une plateforme, il y a un forum WhatsApp dans lequel nous on échange presque quotidiennement avec le directeur général des impôts et les principaux responsables de la direction générale des impôts. Donc vraiment le dialogue il est permanent et nous nous en félicitons et nous sommes plutôt, je dirais, satisfaits de ça. Il reste que naturellement cela ne signifie pas que nous sommes satisfaits de tout ce qui se fait en matière fiscale au Cameroun, mais nous entretenons quand même un dialogue constructif avec la direction générale des impôts. Je vous prie de présenter mes félicitations au directeur général des impôts qui incarne la jeunesse, la compétence et surtout l'efficacité dans les missions à lui confiées par le chef de l'État camerounais. Docteur Ama, il est déjà là, mais il est en train de se faire maquiller. Il va nous rejoindre dans quelques minutes. Le temps pour nous d'aller d'abord dans les machines et voir ensemble le sommaire de l'émission du jour. Dans une étude récente portant sur un échantillon de plus de 250 entreprises, le GICAM, le groupement interpatronal du Cameroun, affirme que 96% des entreprises du pays sont impactées négativement par la crise du Covid-19. Des filières économiques entières, comme celle de la tomate ou encore de l'hôtellerie-restauration, sont totalement en crise. Locomotive de la CEMAC, l'économie camerounaise pourrait plonger l'ensemble de la sous-région dans la crise. En juin 2020, à l'issue d'un conseil de cabinet, le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbaga Tangana, a estimé que le volume des échanges commerciaux a reculé de 15% au cours du premier semestre 2020. Les importations et les exportations, quant à elles, ont respectivement baissé de 14 et 16%. Le groupement interpatronal du Cameroun estime qu'en valeur absolue, la perte du chiffre d'affaires annuel pourra atteindre 3 139 milliards de francs CFA pour les entreprises du secteur moderne et induire une baisse de leur capacité contributive aux recettes de l'État de l'ordre de 521 milliards de francs CFA. Sur 250 entreprises interrogées par le GICAM entre avril et juin 2020, dont 3/4 de PME et 1/4 de grandes entreprises, ce sont 96% d'entre elles qui se déclarent impactées négativement par la crise sanitaire. Et pour plus des 2/3 de ces entreprises, la crise s'aggrave de jour en jour. Conséquence, ce sont près de 53 346 salariés permanents qui ont été mis au chômage technique, soit 13,6% du total des employés permanents des entreprises modernes et 13 834 autres qui ont été tout simplement licenciés du fait de la crise. Le Cameroun, comme l'ensemble des pays de la CEMAC qui regroupe le Congo, le Tchad, la RCA, le Gabon ou encore la Guinée équatoriale, voit dans ses finances publiques mises à rude épreuve alors même que le pays fait toujours face à une importante crise de la dette et à d'immenses défis sécuritaires au nord et dans les régions anglophones. Quelles sont donc les conséquences du Covid-19 sur l'économie camerounaise? Quelle stratégie adopter face à la pandémie du coronavirus? Quel plan de relance pour les entreprises impactées? Obama Time s'interroge. Très bonne émission. À vous. Merci à Laetitia Desbilons pour le sommet. Elle est sur la route du cyclotourisme organisé par l'ambassade de France en partenariat avec l'association Les Mariannes. Ils partiront demain pour Yaoundé, pour l'Ouest Cameroun. Ils feront un peu de vélo, mais également du tourisme. C'est une initiative de l'ambassadeur de France au Cameroun. Et on remercie l'ambassadeur d'avoir choisi News 1 pour être de cette aventure-là dans l'Ouest Cameroun. Et c'est notre consoeur Laetitia Desbilons qui verra pour nous et qui écoutera pour nous ce qui se passera pendant 3 jours dans l'Ouest Cameroun. On a été rejoint par Dr Armand Leno. Il est spécialiste des politiques publiques. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va. On a été inquiet la dernière fois. Vous étiez occupé par une réunion importante au ministère des Finances. Dieu merci, aujourd'hui vous êtes avec nous. Bien sûr, je suis là. Vous êtes là pour notre pays. Allez, avant de passer la parole aux uns aux autres, docteur Albert Zé, docteur Armand Leno et Claude Abaté, bien sûr, Philippe Soa, je vous suggère d'écouter quand même les principaux acteurs, les restaurateurs, ceux qui sont dans l'hôtellerie, comment ils ont subi l'impact économique de la Covid-19. Écoutez.
c'est que nous avons moins de personnes qui arrivent dans les hôtels du fait que les aéroports aient été fermés auparavant. Et en même temps, nous avons moins de touristes. Et beaucoup de business et de réunions désormais se passent par vidéoconférence, ce qui fait en sorte que même ceux qui voyageaient qui faisaient des voyages d'affaires, du coup ils ne sont plus dans les hôtels. Et sur un autre volet, nous avons la restauration parce qu'il y a beaucoup moins d'argent qui tourne, les restaurants sont moins fréquentés. Après, maintenant, le gros problème, c'est que certains employés ont perdu leurs emplois du fait de certains partis en congé technique, d'autres nous avons dû réduire les effectifs. Et à côté de cela, des primes également ont été réduites du fait que nous n'atteignons plus les objectifs qui ont été négociés, qui ont été visés avec les différentes hiérarchies. Je pense que c'est vraiment dramatique parce que c'est mondial, hein. En plus, l'économie est vraiment très bas. Tout marche lentement. Par rapport à nous, les entrepreneurs, nous importons des choses à l'extérieur du pays. Donc, on a du mal à commander, à faire certaines commandes, à passer certaines commandes. Je pense que ça continue. On ne sait pas quand ça va s'arrêter. Mais nous aimerons que les choses se passent dans les bonnes conditions, qu'on puisse récupérer le système financier. Vraiment, le Covid a fait trembler le monde entier, y compris l'Afrique. D'abord même que l'Afrique en souffre beaucoup parce que presque tous les produits nous viennent de l'étranger. Et quand déjà on ne peut plus voyager, on ne peut plus faire l'import-export déjà, il y a un problème sérieux dans le côté économique. Donc, moi, je suis bousculé depuis secoué. Hein. Je ne parviens pas à vendre, je ne fais pas de recettes. Ça me pénalise vraiment. Vraiment, ça me pénalise. Ouais. Vous êtes sur BNews 1. Ce soir, nous scrutons bien sûr l'impact de la Covid-19 sur l'économie camerounaise et nous évaluerons ensemble les mesures qui ont été prises par le gouvernement camerounais pour permettre aux entreprises camerounaises, les PME, les grandes entreprises de rester debout. On écoute d'abord le patron du MECAM, Claude Abaté, sur les clichés, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, quel a été et quel est aujourd'hui l'impact du Covid-19 sur l'économie camerounaise. Écoutez, les témoignages de votre reportage sont assez parlants, assez illustratifs de la situation qu'ont vécu les entrepreneurs. Les chefs d'entreprise ont été durement frappés par le Covid et certains secteurs en particulier, ceux que vous avez mis en exergue, notamment les secteurs liés à l'hôtellerie, à la restauration et au transport ont été durement impactés parce qu'effectivement, non seulement l'activité de manière globale a réduit, mais en tout cas la cible et leur clientèle s'est complètement, pour certains, évanouie. Parce que, comme ils l'ont si bien dit, pour les hôtels, les gens ne voyageaient plus. Il y avait beaucoup de restrictions en matière de voyage. Donc, ces témoignages, nous les avons beaucoup entendus, nous au niveau du MECAM et dans l'ensemble de la sphère économique. Ça a été des moments très très difficiles. Moi-même, mon entreprise a été durement impactée parce que vous savez, surtout qu'au début, vous vous souvenez que le Covid a commencé avec une perspective très alarmante, très catastrophique. On nous prédisait à l'Afrique l'hécatombe. Donc, au-delà de la peur même liée à la maladie, les chefs d'entreprise devaient se battre à la fois pour sauvegarder les emplois, parce que vous savez, sauvegarder les emplois n'est pas simplement une affaire économique. Quand vous perdez les employés, vous perdez également la connaissance et l'expérience que vous avez accumulée. Il fallait se sauver eux-mêmes et leur propre famille, et il fallait sauver leur entreprise. Donc c'était un triple enjeu pour ces chefs d'entreprise-là, et ça a été vraiment, vraiment des moments difficiles, et pour certains, la relève, en tout cas pour certains, sont encore
dans cette situation difficile. Et on espère que, comme je l'ai dit au début, qu'une meilleure maîtrise ou meilleure connaissance de la maladie, le développement d'un certain nombre de protocoles thérapeutiques et peut-être le vaccin nous permettra de retrouver un peu de sérénité sur l'activité économique. Est-ce qu'il y a des chiffres du MECAM? Parce que selon le GICAM, on parlait en juin dernier, on parlait de 96 entreprises qui étaient impactées négativement par le Covid. On parlait de 16% du volume des échanges commerciaux qui avait baissé. Chez vous, combien d'entreprises, du moins, peut-être sont tombées en faillite, ont négativement vu leur chiffre d'affaires baisser? Écoutez, nous, à notre niveau, on n'a pas fait ces genres d'études parce que nous avions déjà l'Institut national de la statistique qui a fait quelque chose de beaucoup plus scientifique, de beaucoup plus prononcé. Et je pense que le rapport en disait long. C'est tous les secteurs. Il n'y a pas un seul secteur qui a échappé. Peut-être dans une relative mesure, on le verra peut-être au cours de l'émission, il y a certains secteurs qui ont peut-être connu je dirais, une accélération de croissance des secteurs liés à la technologie, tout ce qui est lié aux technologies de l'information, parce que les gens ne circulant plus, les mouvements de personnes ne pouvant plus se faire comme auparavant. Vous avez bien vu qu'il y a eu un développement d'un certain nombre d'outils de communication qui permettaient aux gens, même à distance, de pouvoir prendre langue et de discuter. Mais de manière globale, l'économie réelle, l'économie classique a été durement impactée. Et nous, au niveau du MECAM, toutes nos entreprises, je n'en veux que pour preuve les appuis que le gouvernement a mis en place, les programmes d'appui. C'est pratiquement 90% au moins des entreprises du MECAM qui ont sollicité les appuis en matière de trésorerie. On parlera des appuis tout à l'heure, voilà. Monsieur le Président. En matière de trésorerie, donc ça illustre suffisamment les difficultés dans lesquelles... 90% des entreprises membres du MECAM ont été touchées par la... Au minimum. Voilà. Philippe Soua, les chiffres, on parle de 53 346 employés permanents qui ont été envoyés au chômage technique, 13 834 qui ont simplement été licenciés pendant cette période. C'est vrai qu'avec la baisse des chiffres, il y a eu un relâchement au niveau de la communication. Il y a également eu une reprise. Certains ont été rappelés pour travailler, mais l'impact sur le plan économique est perceptible. Cela va de soi. Enfin, certes, au Cameroun, on n'a pas eu de confinement, comme il y a eu ailleurs, mais les mesures de restriction que le gouvernement a prises ont eu un impact direct. Si vous prenez qu'il y a eu pendant un temps une suspension, par exemple, des enseignements. Donc, vous aviez, pour ce qui est du secteur privé, les enseignants qui étaient à la maison. Si vous prenez que pendant un certain temps, on a parlé du secteur de l'hôtellerie, mais tout ce qui est tourisme et loisirs, vous savez, les bars et tout le reste là, où il fallait fermer à une certaine heure. Donc, vous avez des gens qui ont dû être au chômage. Et vous avez un certain nombre d'autres secteurs qui sont connexes à ces principaux secteurs, c'est-à-dire au-delà du transport, de l'hôtellerie et de la restauration, vous avez des secteurs connexes. Tout ce qui est dans la chaîne logistique en général. Les ports étaient fermés, les aéroports étaient fermés. Donc, il a fallu bien, pendant un temps, je crois que les entreprises ont supporté, mais en se projetant, partant du constat que la crise sanitaire n'allait pas s'arrêter à court terme, donc il a fallu prendre des mesures. Si on veut sauver l'entreprise, il faut prendre un plan social. Vous avez un certain nombre d'arbitrages à faire. Soit vous réduisez l'effectif, soit vous réduisez la masse salariale. Et donc, chaque entreprise a dû, je crois, n'est-ce pas, discuter pour trouver quelle était la meilleure option. Et dans ces conditions-là, nous avons vu, par exemple, au niveau du secteur des transports, dans les taxis, nous sommes passés des 4 passagers réglementaires, mais vous savez que les taxis prennent plus, à 3 passagers. Donc, ça aussi, ça a eu un impact sur les recettes, et puis maintenant sur les revenus, et ainsi de suite. Donc, je crois, on a parlé du secteur de la technologie, dans certains segments, il y a eu, n'est-ce pas, une progression de l'activité. Mais si on prend le secteur de la presse, par exemple, vous voyez que au niveau des kiosques, dans la parution, beaucoup de journaux ont suspendu les parutions.
D'autres ont dû se réinventer, mais il faut encore que le public s'adapte à ces nouvelles, n'est-ce pas, à ce nouveau produit, ces nouveaux modes de consommation. Parce que on est passé de la presse écrite adossée à la presse cybernétique, il y a beaucoup plus de... Et il faut que les gens s'habituent, parce que le journal, on a un rapport, n'est-ce pas, de possession avec le journal qu'on peut partager, qu'on peut lire et laisser recommencer. Mais bon, certes, la société est connectée, mais je crois qu'il y a encore des progrès à faire à ce niveau. Donc l'impact économique et social est évident. Et cela est d'autant plus évident que les mesures d'assouplissement que le gouvernement a pris dans la foulée ont été suffisamment révélateurs de l'impact ou de la gravité que le gouvernement avait, de la perception de la gravité que le gouvernement avait. On parlera des mesures, mais peut-être une question. Est-ce que, quand on parle d'impact, il peut également être positif? Est-ce que le Covid a aidé certaines entreprises? Vous parlez de ceux qui ont dû se récréer, reformer, revoir leur manière d'être. On a bien l'impression qu'il y a des entreprises qui ont tiré profit du Covid-19. Non, cela va de soi. Il y a certaines entreprises qui ont tiré profit. Au Cameroun, comme ailleurs, mais j'allais dire ailleurs comme au Cameroun, face à une telle difficulté, il y a deux options. Soit vous décidez de mettre la clé sur l'opération, soit vous êtes obligé d'innover. De vous réinventer. Les entreprises qui travaillaient déjà sur, ou qu'il y avait un volet innovation, ont plus facilement réussi à s'ajuster à cette conjoncture. Certaines entreprises ou certains entrepreneurs qui fonctionnent à l'ancienne, voyez, ont dû, j'allais dire, subir de plein fouet le choc. Maintenant, si vous prenez un secteur comme l'hôtellerie, si vous n'aviez que l'hébergement, n'est-ce pas, je crois que celles des entreprises qui avaient notre volet sur d'autres types d'activités au-delà de l'hébergement ont pu sauver un peu les meubles. Mais si vous n'étiez que ancré sur le cœur du métier, à ce moment-là, vous aviez quelques soucis. Donc, je crois qu'il y a eu quelques entreprises, toutes les entreprises de la technologie, la téléphonie et tout le reste là, l'Internet, je crois. Celles qui font dans, par exemple, le commerce en ligne, on peut tirer quelques peu. Celles qui font dans le travail à distance, on peut tirer également. Celles qui ont pu être à mesure de continuer à fonctionner parce qu'il y avait un dispositif qui permettait un travail délocalisé, ont pu également continuer à fonctionner. Mais si vous êtes un peu, on l'a vu au niveau de l'administration publique, là où il n'y a pas une culture, n'est-ce pas, j'allais dire, d'appropriation des outils technologiques, il y a eu quelques difficultés. Il n'y a pas une culture dans la fonction publique? Dans certaines administrations. Vous ne faites pas quoi qu'ils sont tous cons les... Non, je dis dans certaines administrations. Mais enfin, si le niveau d'appropriation des TIC dans l'administration, vous serez étonné, ce n'est pas qu'ils ne soient pas équipés. Mais maintenant, l'appropriation, dans la capacité à travailler dans cet environnement-là. Et vous allez remarquer que le ministère de la fonction publique, le ministère de l'éducation ont dû sommer. Éducation de base. Oui, ont dû sommer un certain nombre de leur personnel de revenir au bureau parce que on avait estimé qu'ils pouvaient travailler à la maison, mais on s'était rendu compte qu'ils ne travaillaient plus du tout. Donc ils avaient profité de ces mesures de restriction pour tranquillement rester à la maison ou faire autre chose. D'accord. Docteur Albert, je vais vous poser une question qui sera peut-être séquencée ou stratifiée. On parle beaucoup plus des entreprises, mais il y a les citoyens qui sont beaucoup plus dans l'informel, qui ont subi les foudres du Covid-19. Je veux avoir votre appréciation, d'abord, des conséquences sur l'économie camerounaise, primo. Deuxième chose, des mesures qui ont été prises par le gouvernement pour accompagner les PME. Est-ce que ces mesures étaient efficaces et efficientes? Est-ce qu'elles étaient suffisantes? Et peut-être après, on évoquera les perspectives, notamment le SND. Est-ce que la loi des finances actuelle a pris en compte le Covid-19 qui sévit toujours? Alors, ce qu'il faut premièrement comprendre, c'est que les crises sanitaires sont
des moments d'évaluation en quelque sorte. Parce qu'il faut le savoir que lorsqu'on a une crise sanitaire, il y a forcément des implications sociales et économiques. Et à partir de ce moment, lorsqu'on a compris cela, il y a deux effets qui naissent au moment des crises sanitaires. Il y a des effets positifs, il y a des effets négatifs. C'est-à-dire qu'on a des externalités négatives et des externalités positives. Je me rappelle qu'en janvier 2020, j'avais fait une note de lecture là-dessus que j'avais partagée et proposée justement, j'avais publié, pour expliquer en quelque sorte que lorsqu'on est face à une crise sanitaire, ça revient en quelque sorte à une programmation d'un producteur d'entreprise. C'est-à-dire qu'au niveau macro, ça signifie quoi? Ça signifie que nous avons à ce moment un programme dual. On a des effets qui sont négatifs et des effets qui sont positifs. Alors, un pays qui veut véritablement gérer la chose de manière à ce que les citoyens qui sont en quelque sorte ceux-là qui subissent le plus des effets négatifs de la crise ne puissent pas effectivement les subir à une intensité forte, on fait un seul programme qui est simple. C'est que on essaie de minimiser les effets négatifs en maximisant les profits qui peuvent être tirés des effets positifs. Ça signifie tout simplement quoi? Moi, honnêtement, je peux dire, et je continue à le dire aujourd'hui, que je n'ai pas été d'accord avec des mesures qui ont été prises de restriction. C'est-à-dire qu'il faut fermer des bars, il faut fermer de ceci, il faut réduire le nombre de personnes dans les marchés, parce que j'ai vu également une mesure pareille. Tout simplement pourquoi? Parce que déjà, c'est des mesures qui n'ont pas eu des effets positifs. J'explique tout simplement. Lorsque vous dites aux gens de ne pas être dans les bars et qu'ils peuvent rester dans les quartiers, tout simplement, ça veut dire que vous avez juste délocalisé leur lieu de rencontre, c'est tout. Et à partir de ce moment, vous n'avez pas véritablement fait un travail de fond. Lorsque vous avez envie de faire un travail de fond, il faut trouver des mesures. Et c'est pour cela que je continue à dire que nous avons eu 2 mois et demi d'avance sur les autres pays. Et ces 2 mois et demi d'avance nous donnaient le quitus de pouvoir mieux réfléchir, parce que nous sommes dans une société très ouverte. Et dans une société où nous avons pratiquement 40% de personnes qui vivent à moins de 500 francs la journée. Et qui se battent au quotidien. En dollars. Moins d'un dollar par jour. Donc, moins d'un dollar par jour. Donc, vous voyez que ce sont des gens qui se battent au quotidien pour pouvoir vivre. Et à partir de ce moment, il fallait intégrer, parce que c'est ça le véritable problème. Lorsque vous regardez les mesures qui ont été prises par le gouvernement au départ, ce sont des mesures qui visaient uniquement à rétablir ou alors à résoudre un problème sanitaire uniquement. Ils ont oublié que par la suite, lorsque vous vous positionnez uniquement sur le côté sanitaire, il y a des implications sociales et économiques qui vont être beaucoup plus difficiles à gérer plus tard. C'est pourquoi il faut généralement une réflexion qui englobe toutes ces disciplines pour qu'on puisse avoir quelque chose d'assez consistant. Alors, vous voyez que, bien évidemment, on a réduit, par exemple, le nombre de places dans les taxis, la fermeture des bars et tout le reste. Et sachant que, dans le cadre, par exemple, de nos PME, je vais évoquer ici une étude qui a été faite par le CAMECAP, où je suis expert, le Centre d'analyse et de recherche sur les politiques économiques et sociales. Il faut savoir que nous avons des entreprises déjà qui sont très fragiles. Déjà. Et nous avons... privé, hein? Public ou privé, puisque nous avons fait cette étude et nous avons calculé le taux de suivi des entreprises. Il y a de cela quelques années, je vous ferai part justement du document. Et nous nous sommes rendus compte que dans les 5 premières années de vie, nous avons moins de 30% d'entreprises qui survivent. Donc, nous sommes dans une situation où nous avons des entreprises qui, en réalité, n'ont pour seul sens la mortalité. Donc, il fallait réfléchir là-dessus. Il fallait savoir que nous avons un format d'entreprise qui est très fragile, et additionner encore à cette asphyxie qui est due à des mesures de restriction, on devait forcément rester dans un pays où il n'y a plus d'entreprise en quelque sorte. Ça, c'est l'une des choses. Deuxième des choses, c'est que nous sommes également dans un cadre où les entreprises évoluent
et ce cadre-là n'est pas du tout très favorable à leur évolution. Nous connaissons tous l'histoire du doing business au Cameroun, qui est toujours à la traîne avec des mauvais points. Et lorsqu'on regarde également dans le cadre international, où nous nous inscrivons dans le village planétaire, on se rend compte que la majeure partie de nos entreprises vit grâce à l'extérieur. Du coup, lorsqu'on coupe les ponts avec l'extérieur, toutes ces entreprises finissent par mourir. C'est comme par exemple, vous avez une plante, lorsque vous la coupez au milieu, forcément l'autre partie va mourir. Donc c'est en quelque sorte des éléments dans lesquels on devait normalement intégrer dans le plan de riposte. Ça c'est autre chose. Maintenant, dans le cadre principal des entreprises, pour ceux qui sont des chefs d'entreprise, la situation actuelle a démontré clairement la faiblesse dont j'étais en train de parler tout à l'heure de nos entreprises qui n'ont pas toujours intégré le rôle de la recherche et développement dans leurs entreprises. Parce que c'est un aspect très important dans les entreprises qui permet aux entreprises de pouvoir muter. Je prends ici l'exemple des producteurs de tomates qui ont passé toute leur vie à produire de la tomate et de la revendre, sans toutefois réfléchir qu'ils peuvent la transformer et garder. Donc, vous voyez que c'est une leçon que la crise est venue donner à ces différents chefs d'entreprise. Et je voudrais vraiment ici déjà leur dire de prendre cela en compte dans le futur et dans la reconstruction justement de ce fichier des entreprises au Cameroun. Voilà, il y a Claude Abaté qui lève le doigt. Ça va, il n'a pas encore dit un mot. Permettez au docteur Armand Elon de dire un mot. Peut-être qu'on ne devrait pas dire tout de go que le gouvernement n'a pas pris en compte le côté social, parce que j'ai devant moi le décret du chef de l'État du 22 juillet 2020. Qu'est-ce qu'il dit? Le présent décret fixe, c'est juillet 2022. Le présent décret fixe la répartition de la dotation du Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus et ses répercussions économiques et sociales au titre de l'exercice 2020. 180 milliards. Comment est-ce que vous jugez comment le gouvernement camerounais a pris les mesures prises par le gouvernement camerounais, d'abord pour lutter contre la pandémie, mais également pour accompagner les entreprises? On verra peut-être les questions de visibilité, de lisibilité derrière. Je vous remercie de m'avoir invité. Je dois dire que lorsqu'on voudrait faire, comme on est en train de faire, un impact, il faut savoir que nous sommes en cours de gestion de crise. Certains estiment que pour moi, nous ne pouvons pas faire la deuxième vague actuelle est artificielle, voilà. Créée par certains pour justifier. Je ne voudrais pas entrer dans ce débat. Oui. C'est juste que je voudrais marquer un point, tout simplement pour dire que, évidemment, la Covid-19... Pendant l'émission, oui, ça nous arrange tout le monde. Le Covid-19 a entraîné un besoin d'évaluation des politiques publiques mises au Cameroun. Ça, c'est normal. Cela a permis à tous les pays au monde, et aussi au Cameroun, de pouvoir évaluer leur situation dans tous les secteurs. Santé, politique de santé. D'abord, politique sociale, politique économique, politique... et tout le monde était surpris. C'était une drôle de guerre. Les États au monde ont fait une drôle de guerre, font encore une drôle de guerre envers dans le cadre de cette situation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que, comme vous nous avez amené à faire cet exercice de dire quelle est l'évaluation, quel est l'impact sur les politiques économiques, il faudrait savoir que le regard que j'ai ne peut être qu'un regard double. Quel est l'impact sur les politiques nationales économiques, c'est-à-dire comment, au niveau national, au niveau interne, nous avons réagi, et comment nous avons réagi par rapport à notre contrainte internationale, parce que notre économie est extravertie, c'est-à-dire qu'elle parle vers l'international. Comment nous avons réagi aussi par rapport à cette pandémie, par rapport à l'international. Vous revenez donc, si nous revenons seulement sur le plan purement national, l'État du Cameroun a pris une série de mesures dont nous ne pouvons pas mesurer aujourd'hui véritablement l'impact.
Pourquoi? Parce que le décret de 2020 donne une voie, dit il faut nécessairement. Aujourd'hui, nous sommes, vous avez vu, c'est 2020, nous sommes en 2021. Je vous avoue, personnellement, on ne peut pas changer. Sauf que on peut voir les grandes directions. On peut voir les grandes directions au niveau national. Pourquoi? Parce que au niveau national, notre économie fonctionne autour de deux grands piliers. Parce qu'elle a pour lutte la pauvreté. Le premier pilier, c'est de tenir les grands équilibres économiques nationaux, c'est-à-dire gestion de la dette interne, gestion de la balance de commerce extérieur déficitaire. Nous avons à gérer ça. Et au niveau international, nous avons à négocier des prêts et aussi, du point de vue de l'action publique internationale, à regarder comment nous allons, quelles sont les négociations que nous pouvons avoir, par exemple avec l'initiative de suspension des services de la dette, par exemple. Tous ces éléments-là sont aujourd'hui mis en place pour qu'on puisse apporter quelques éléments de réponse. Mais en ce qui concerne l'intérieur de notre pays, je crois que, d'après ce que j'ai vu autour de ce que faisait le gouvernement, je crois que si on prenait en compte les éléments d'équité, parce que cette pandémie a joué sur ces éléments, notamment entre certains services. Il y avait des services qui ont été soumis à la contrainte de la pandémie de plein fouet. C'est tout simplement, on a cité les hôtellerie, transport, les services en général. Les services, la plupart des services ont été vraiment touchés. Je prends en compte ce qu'a dit mon voisin concernant tous les services qui étaient les services Internet, les services en ligne. Maintenant, nous avons aussi des entreprises qui sont en fait la force de l'imagination des Camerounais. C'est-à-dire que toutes les entreprises qui sont rattachées à l'informel. Les mesures rattachées à ces entreprises informelles méritent pour le moment d'être de plus en plus étudiées pour qu'on puisse voir comment on fait pour renforcer la résilience des petits... des PME. Un meilleur accompagnement peut-être. Pas seulement des PME. Moi, parce que je sais que je prends très au sérieux souvent l'informel dans l'économie camerounaise. Si nous ne prenons pas en compte l'informel dans l'économie camerounaise, certains de nos chiffres pourraient nous rattraper, ils pourraient nous frapper de plein fouet. Donc, la résilience, d'abord, des personnes de l'informel, c'est-à-dire comment ces personnes ont pu résister à la pandémie parce qu'ils étaient les plus exposés. Plusieurs études montrent que, en ce qui concerne les métiers informels, dans la plupart des pays à faible revenu, cela a été une vraie bataille parce qu'elles sont liées nécessairement à la question de la pauvreté, qui est le référentiel de lutte, le référentiel avec lequel nous faisons nos économies. Le troisième niveau, c'est comment on fait pour renforcer maintenant des entreprises qui peuvent tenir, c'est-à-dire les 30% des entreprises qui survivent, comment renforcer leur capacité à être de plus en plus solides pendant toute la période, étant donné que nous ne sommes pas sûrs du moment où cette crise sera, on n'est pas sûr. On ne sait pas à quel moment elle va finir. Donc ça veut dire que l'impact véritable, je conclue mon propos là-dessus, l'impact véritable qu'a eu le Covid, c'est que j'espère que ça a permis au gouvernement de pouvoir regarder avec beaucoup d'acuité les politiques publiques qu'elle met en place dans les 10 prochaines années, donc 2020-2030, pour que ces politiques publiques puissent répondre de manière simple à l'équité, c'est-à-dire pauvreté, richesse, au renforcement de ce que j'appelle le renforcement des voies de résilience à l'intérieur des entreprises et du monde informel. Et enfin, je crois que le dernier élément, c'est tout simplement de montrer que il faut savoir que toutes les politiques publiques qui existent dans notre pays devraient prendre en compte cette variable crise pour pouvoir sortir de cette drôle de guerre que nous devons mener
par rapport à ce virus. J'ai bien aimé ce matin la une du journal français Marianne. J'espère qu'à la région, on nous proposera cette une. Variant incontrôlable, vague à répétition, immunité incertaine. Arrêtons de nous mentir, ça va durer. À la régie, dès qu'on a la une à l'antenne, dès qu'on a la une, vous nous l'envoyez. Claude, vous vouliez réagir après la prise de parole du docteur Albert Zé. Au-delà de ces décrets du chef de l'État qui octroie, qui met à la disposition des pouvoirs publics un fonds de 180 milliards de francs CFA, on a vu quand même l'administration publique s'est déployée pour aider les couches vulnérables. Le ministre Paul Atangandji était sur le terrain pour distribuer les seaux et ce que cela. Vous pensez que cela a eu un impact quand même pour l'accompagnement des personnes physiques, mais également des entreprises? Oui, avant peut-être d'y revenir, vous avez si bien dit que je voulais réagir, parce qu'il faut d'abord reconnaître l'impact négatif que le Covid a eu sur notre économie, et qui n'est pas le monopole du Cameroun. Toutes les économies, l'économie mondiale est durement frappée par cette pandémie, indépendamment des politiques qui sont en place, indépendamment des options qui ont été mises en place. Le Covid est venu ralentir l'activité économique de beaucoup de pays, et beaucoup de pays sont entrés en récession. C'est le cas de notre pays. Je pense, si je ne m'abuse, nous sommes entrés en récession et avons perdu près de 6 points de croissance, ce qui signifie très concrètement non simplement un recul de l'activité économique, mais une véritable destruction de la richesse. Donc il y a eu une destruction de la richesse, et je pense que cela est lié aux conséquences que nous connaissons tous. Mais je voulais réagir justement à un certain nombre de choses que le docteur Zé a dit, parce que vous savez, je ne veux pas faire de la polémique ici, mais très souvent, moi j'entends les gens souvent parler très vite des entrepreneurs, des entreprises, sans connaître le monde de l'entreprise. Il n'est pas vrai de dire que ceux qui produisent des tomates n'ont jamais pensé à autre chose que de produire. Non, monsieur. Les chefs d'entreprise ont pensé, mais il y a un environnement qui fait que ce n'est pas parce qu'on veut produire de la tomate, on veut la transformer, qu'il faut forcément, qu'on veut la transformer, qu'on peut y arriver, parce que nous avons un certain nombre de pesanteurs dans notre pays, notamment en matière d'industrialisation que vous connaissez, les facteurs de coût, la disponibilité d'énergie, un certain nombre de choses. L'autre chose aussi que j'entends très régulièrement, c'est le taux de mortalité des entreprises au Cameroun. Mais 75% des entreprises meurent dans les 3 ans aux États-Unis. C'est un taux mondial, ça n'a rien à voir. C'est pas une particularité camerounaise. Souvent j'entends les gens dire non, il y a moins de postes. Ce n'est pas camerounais. Quand on crée les entrepreneurs sont des gens qui prennent des risques. Vous prenez le risque de mettre des ressources et vous n'êtes pas sûr que ça va marcher. Prospérer. 75% des entreprises meurent aux États-Unis. Donc ce n'est pas une question de même. Je voudrais aussi dire, moi j'ai voyagé un peu beaucoup en Afrique. Il y a quelques temps, j'étais au Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville. Il faut aussi reconnaître qu'au-delà de l'impact négatif que cette crise a, des difficultés que nos entrepreneurs, nous restons une économie résiliente. Et résiliente pourquoi? Parce que nous avons quand même, à la différence de beaucoup d'autres pays, des hommes d'affaires locaux nationaux qui travaillent et qui offrent des produits et des services. Quand vous arrivez dans un certain nombre de pays africains, vous commencez à apprécier le Cameroun sur ce plan. Parce que quand j'entends que le Cameroun est extraverti, mais vous arrivez dans des grands pays africains où vous n'avez pas un seul national, enfin peut-être quand je dis un seul, j'exagère, vous n'avez pas plus d'1% des nationaux qui ont des entreprises. Mais regardez les Camerounais. Les Camerounais, nous sommes, je ne vais pas employer un mot, on va dire, péjoratif, débrouillard, mais les Camerounais sont entrepreneurs. Et c'est ça qui fait la résilience. Et quand vous regardez les finances publiques, quand vous regardez le budget 2020, vous vous rendez compte que les finances publiques, certes, ont accusé le coût du Covid, mais pas autant. Le directeur des impôts, général de l'impôt, le rappelait encore à Douala pour ce qui concerne la TVA. Pas autant qu'on l'aurait voulu ailleurs. Vous avez dans certains pays où les gens ne vivent que du pétrole. Et ils sont capables de confiner. Moi, il y a des pays qui confinent en Afrique parce que, bon, de toutes les façons, il n'y a rien. Donc, je voudrais quand même qu'on relativise un certain nombre
La réponse caricature. camerounaise a été bonne selon vous. Donc, elle a pris en compte les mesures économiques, sociales. Là aussi, à la santé. Oui, là aussi c'est important parce qu'il faut aussi dire que lorsque un certain nombre de mesures sont prises par le chef de l'État, personne ne sait encore où le Covid va nous amener. Parce que le chef de l'État décide en patron, en manager. Parce qu'il y a 2 mois en Europe déjà que ça s'est vissé déjà. Non, non, laissez-moi développer et je chute par là. Même en Europe, jusqu'à présent, il y a encore des incertitudes. Je veux dire que personne, vous venez de citer la une de Marianne, personne ne sait exactement ce que le Covid va en sommet. Elle a l'antenne, la une de Marianne, justement, voilà. En variant incontrôlable, vague à répétition, immunité incertaine, arrêtons de nous mentir. Voilà. Ça va durer. Qu'est-ce que cette une est en train de nous dire? Ça veut dire que cette affaire, on croit qu'on la maîtrise, mais chaque jour, elle se révèle compliquée. Donc, je veux dire qu'il faut saluer la vision, la perspicacité du chef de l'État qui, au début de cette crise, prend un certain nombre de mesures dans une incertitude totale. Alors que tout le monde a des scénarios alarmants, alors que l'OMS dit que ça va être la catastrophe, on prend un certain nombre de mesures qui sont quand même, pour moi, qui se révèlent en tout cas aujourd'hui, avoir été les meilleures. Parce que nous, on n'a pas confiné, nous, on n'a pas tout fermé. Et même lorsqu'on a restreint un certain nombre d'activités, ça a été pour quelque temps. Donc, je voudrais dire qu'on ne peut pas reprocher aux décideurs de n'avoir pas tout pensé. Parce qu'on ne pouvait pas, on pense à tout lorsqu'on a la lisibilité sur tout. Mais à ce moment-là, on n'avait pas beaucoup de lisibilité. Il a fallu avoir de la vision et puis peut-être un peu plus de courage. Là où tout le monde fermait, nous, on a dit, voyons, laissons un peu. Et je pense qu'on a eu le bon choix, puisqu'aujourd'hui, on voit bien que même ceux qui ont confiné durement ne sont pas sortis de l'auberge. Je voulais qu'on évalue un peu, on va parler de réaction, qu'on évalue juste après les mesures prises. Est-ce qu'elles ont réellement touché les entreprises? Parce que jusque-là, on n'a pas une visibilité sur les... Et vous voulez, peut-être avant, allez-y, vous vouliez réagir? Je crois, sans totalement, mais peut-être pour aller dans le sens du président Abaté, dire qu'avant le décret de juillet, il y a d'abord un premier train de mesures, n'est-ce pas, que le gouvernement prend, je crois, début avril, et qui sont évalués en termes d'impact sur le budget à 116 milliards. C'est là-dedans qu'on édicte, par exemple, la suspension d'un certain nombre de droits et taxes auxquels les entreprises et les ménages ou bien les contribuables sont assujettis. Vous prenez la taxe foncière, par exemple, vous prenez la taxe de séjour dans les hôtels, vous prenez la taxe à l'essieu pour les transporteurs, vous prenez les tickets de place dans les marchés et qui permettent de toucher, n'est-ce pas, les acteurs économiques à différents niveaux. Donc vous avez de l'individu, le citoyen, dont vous parlez. Vous avez par exemple les mesures de relèvement des prestations sociales à la CNPS. La CNPS par exemple. Pas. Vous avez les droits de place, ça c'est pour le secteur informel sur les marchés, ça c'est pour les bails Amselam. Vous avez à un certain niveau un certain nombre de droits et taxes qui sont soit suspendus, soit carrément annulés sur l'année, et d'autres qui sont optionnels. Et pour 2021, la plupart de ces mesures ont été reconduites dans la loi des finances. Et même amplifiées. Et même amplifiées. Et donc, si on devait évaluer, après viendra donc ce décret, si on devait évaluer sur 2020, c'est à peu près 300 milliards de francs que l'État a injecté, n'est-ce pas, certains en acceptant, on va dire, de perdre sur ses recettes. Et là, c'est de l'argent maintenant que l'État va affecter à certaines activités. Et donc, si on doit... Attention, il faut quand même rappeler que le FMI il y a eu un don de 190 millions d'euros. Oui, non. Les 180, c'est ça qui permet, n'est-ce pas, d'avoir ces 180 milliards, en fait. C'est-à-dire que là-dedans, l'État a contribué pour, je crois, 50 milliards, un truc comme ça, pour compléter. Mais c'est d'abord le FMI, la Banque mondiale, l'Union européenne, la Banque africaine de développement qui, n'est-ce pas, ont permis de mobiliser ces ressources pour arriver à ce niveau. Et qu'entre-temps, il y a eu, n'est-ce pas, une loi des finances rectificative. Maintenant, pour ce qui est de l'évaluation,
Si vous considérez que la Direction générale des impôts a eu un chiffre de plus de 100% et que la Direction générale de la douane a fait un chiffre qui approche également les 100%, j'en déduis que l'activité économique a certes, n'est-ce pas, c'est certes contractée, mais pas de manière à ce que nous puissions être, j'allais dire, alarmistes. Parce que ce sont là deux indicateurs, parce que les impôts et les taxes, on les prélève sur l'activité. Donc, ils ont atteint leurs chiffres. Ils ont atteint leurs objectifs avec la décote, n'est-ce pas, de la loi de finances rectificative, mais ils les ont atteints. Et pour certaines administrations de l'assiette, ils les ont dépassés. Donc ça veut dire que l'activité quand même est restée à un niveau suffisant. Cependant, il y a un autre indicateur, c'est qu'en 2020, on a eu une croissance négative, en fait une régression. Et que ça fait à peu près 30 ans qu'on n'était plus arrivé à ce niveau. Et donc, oui que l'activité économique est restée à un niveau acceptable, mais le choc au niveau macroéconomique a été tel que nous avons eu une contre-performance dont il faut remonter à plus de 30 ans pour arriver à ce stade-là. On avait eu des croissances faibles, 1-2%, mais on n'avait plus atteint le niveau de la récession en quelque sorte. Vous voyez? Donc, il faudrait à la fois reconnaître que le choc est quand même suffisant, mais que la résilience, puisque le terme est à la mode, n'est-ce pas, a eu son effet. Et je crois que, quand bien même, si nous prenons les chiffres de JICAM, nous parlons de 56 000 emplois perdus, n'est-ce pas? Il faut quand même savoir que l'économie formelle, c'est globalement 1 million d'emplois. Donc 56 000 emplois, c'est négligeable. Pas que c'est négligeable, mais je veux dire que et je ne voudrais pas être à la place, n'est-ce pas? De ceux qui ont perdu leurs emplois. Donc, si nous disons que c'est négligeable, mais je veux dire que c'est relativement faible. D'accord? Quand bien on arrondirait à 116 000 ceux qui sont en chômage partiel et ainsi de suite. Donc, pour le moment, je veux dire que le Cameroun n'est pas, on n'est pas sorti des rails. D'accord. Docteur... oui, je suis... En fait, je suis un peu embarrassé parce que ce qu'on dit est bien. Hein, mais en même temps, je pousse toujours le raisonnement au niveau cynique pour qu'on essaie d'être plus dur lorsqu'on regarde un phénomène. Je dois dire que ça fait approximativement 1 an que nous avons la crise du Covid à l'intérieur de notre processus de décision économique et autres. Je voudrais dire que si aujourd'hui on peut être d'accord avec tout ce qui vient d'être comme chiffre, c'est de savoir comment, sur le long cours, les mesures qui ont été prises peuvent tenir. Parce que aujourd'hui, il faut savoir que la plupart des économies mondiales ont eu, c'est-à-dire que si on regarde bien, on est parti à une récession mondiale qui était de -2, dernièrement -2, elle vient juste de monter là un peu, notamment la récession à l'intérieur d'un pays comme la Chine qui était aussi de -2, quand on sait le poids que la Chine a à l'intérieur de l'économie mondiale. Seulement lorsque nous faisons une évaluation in itinéré, nous pouvons avoir des biais. Et je sens que les biais là sont en train de se dire là de manière agréable. Sauf qu'il faudrait qu'on regarde si les mesures que nous prenons aujourd'hui pourront être des mesures qui peuvent tenir sur le long cours. Avec un taux de croissance qui est de moins 2%, par exemple celui du Cameroun, je ne sais pas exactement, mais... Moins 5. Disons, oui, moins 5. Vous verrez que lorsqu'on a un taux de croissance de moins 5 en 2020, pour rectifier cela sur, on va dire, les 5 prochaines années, parce qu'il faut prendre le temps d'une législature pour le moment, vous allez vous rendre compte que ça peut apporter, ce que nous disons aujourd'hui peut être complètement remis en cause dans 1 an, tout simplement parce que les mesures que nous prenons, qui ont été des mesures qu'il fallait prendre parce que la crise était immédiate, doivent être, et c'est en cela que cela peut impacter justement en bien ou en mal, positivement ou négativement, les processus de décision dans notre pays, c'est qu'il faudrait que nous puissions savoir, la question que nous nous posons et que je me suis posée lorsque vous m'avez appelé pour cette émission, c'était de savoir est-ce que les mesures peuvent tenir sur le long cours. Est-ce que ces mesures peuvent tenir sur le long cours dans l'ensemble de toutes les politiques? Je vous donne par exemple un exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut mesurer l'impact
du fait de ne pas avoir ouvert les écoles pendant une période, on va dire 6-7 mois, dans la formation des personnes qui vont être à même de pouvoir mener les économies dans 2 ou 3 ou 4 ans. C'est une question je me pose cette question parce que ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que je voudrais que quand on dit impact, qu'on se rende compte qu'il y a un processus qu'on doit pouvoir mettre en place de manière continuelle pour que l'ensemble des politiques publiques que nous allons prendre dans cette période ne s'arrête pas là. On doit pouvoir les accompagner, que ce soit le décret de 2020, que ce soit les autres mesures. On doit pouvoir les accompagner avec des incidentes, avec des variables de plus, avec des indicateurs qui mesurent à chaque moment cet impact du Covid à l'intérieur. Par exemple, je voudrais bien qu'on me dise aujourd'hui, à ceci dit, je voudrais quand même qu'on me dise aujourd'hui comment on va gérer la continuation de la pauvreté qui est due au fait que les personnes qui ont été le plus impactées, c'est-à-dire les métiers informels, comment on va gérer ça sur le long cours? Quelles sont les mesures qu'on va prendre sur le long cours? Parce qu'en une année, effectivement, quand les impôts font 100%, je suis d'accord. Mais comment on fait pour que les impôts continuent à faire 100% alors qu'on a une croissance qui n'est pas toujours pendant X temps? Je comprends pas votre question, si vous permettez. Ça veut dire que l'évaluation, ça veut dire que les projections au départ sont biaisées. Je vais lui dire clairement que ce que je veux vous dire, c'est que lorsqu'on parle d'un impact à 1 an en matière de politique publique, c'est impossible. C'est-à-dire, vous faites comme vous voulez, c'est impossible. Sauf que... Non, je ne suis pas d'accord. Ah bon, vous pouvez ne pas être d'accord, ce n'est pas un problème. Hein. Je ne suis pas d'accord. Laissez-moi vous dire pourquoi c'est impossible. C'est impossible parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui, si nous ne prenons pas des mesures continuelles sur le long cours, c'est-à-dire, nous regardons par exemple dans le SND, on se dit, bon, si cette affaire dure pendant X temps, comment cette variable va être... Je pense que c'est une recommandation qui a été faite par le monsieur Fabrice Okuda, Balabé Okuda, que j'ai lu, qui estimait d'ailleurs qu'on devait revoir le SND. Je ne suis pas d'accord parce que le gouvernement n'a jamais eu la prétention, ni moi sur ce plateau, de dire que ce qu'on dit là c'est définitif, c'est ce qui va arriver. Moi j'entends beaucoup de gouvernements, pas seulement Cameroun, qui disent qu'on va évaluer continuellement. Chaque fois que le Premier ministre a fait des communications, on a toujours dit qu'on prend des mesures sur la base des informations. Donc vous êtes d'accord avec moi? Non, parce que non, je dis parce que faut pas ouvrir les portes ouvertes. Personne n'a jamais dit que les mesures sont idoines, qu'on est sûr d'avoir toujours 100% des recettes. Je pense que c'est pas un débat. D'accord. C'est vrai que s'il vous plaît, on ne parle pas de ça. J'avais une question pour Claude. Oui. Vraiment, moi je m'interroge. Hein. Il y a des moments où quand vous parlez, moi je ne suis pas expert. Moi je suis là pour partager la parole. Si on a prévu que les impôts, par exemple, la Direction générale des impôts devait produire, allons sur 150 milliards par an. Le Covid arrive. Ceux qui sont censés payer les impôts sont touchés. Mais les impôts parviennent quand même à avoir le même chiffre. Est-ce qu'il n'y a pas là un problème? Non, il n'y a pas un problème, forcément. Il n'y a pas forcément un problème. Parce qu'il faut comprendre comment... Philippe, vous êtes d'accord, il n'y a pas de problème? Non, il n'y a pas forcément un problème. Je laisse d'abord le chef d'entreprise. Parce que ça veut dire qu'on a peut-être mal évalué ce que les impôts peuvent produire. Et Non, pas forcément. Vous pouvez le dire, il y a des entreprises qui ont tiré l'épingle du jeu. La CNPS, le port autonome. Ça veut simplement dire qu'en situation de crise, on développe parfois des niches. On crée un certain nombre de nouveaux mécanismes. Ils peuvent compenser. Pour le cas des impôts, par exemple, personne n'ignore qu'il y a un problème d'élargissement de l'assiette fiscale. C'est-à-dire qu'on fait l'effort de ramener à la contribution ce qui y échappait. Hein? On l'a vu à Douala, on a vu qu'un certain nombre notamment pour ce qui est de la taxe immobilière, que certains, comme disait le directeur général des impôts, qui a constaté que en 30 ans, les gens payent exactement la même chose parce que le système fiscal leur permettait de payer une avance, mais sauf qu'ils ne revenaient pas. Donc, il y a un certain nombre de mesures qui ont permis aux impôts de compenser. Qui permettent de... Je souhaite qu'on avance, il nous reste encore 25 Pour la douane, par exemple, il suffit de renforcer. Vous avez vu ce qui se passe avec la contrefaçon. La contrefaçon, il suffit de lutter davantage efficacement contre... il faut avouer, il y a eu la dématérialisation qui est un acte fort
quand on parlait, cette dématérialisation, il faudrait voir l'impact que cette dématérialisation fait dans la plupart du paiement des impôts de ces 2 dernières années, je crois. C'est compris. On va passer la parole au docteur Albert Zé. Docteur, j'ai le décret, hein, parce que vraiment, c'est sérieux aujourd'hui. J'ai mon décret avec moi. Et le décret parle de 180 milliards de francs CFA. Et le chef de l'État a été assez clair. Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus et ses répercussions économiques et sociales au titre de l'exercice 2020. Ça suppose qu'il n'y a plus d'argent là. C'est fini. Normalement, c'est fini. Et le décret ne s'arrête pas là. Article 3. Les ressources visées à l'article 2 sont destinées aux emplois ci-après. La recherche active des cas et la prise en charge des cas confirmés. La couverture des dépenses liées aux mesures administratives de régulation sociale. L'acquisition d'intrants, l'encadrement des producteurs, la mise en place de dispositifs d'incitation pour une meilleure production agricole. Attention, là c'est important. L'acquisition d'intrants, l'encadrement des producteurs et mise en place de dispositifs d'incitation pour une meilleure production agricole, vivrière, pastorale, notamment les produits de grande consommation et de substitution susceptibles de réduire la dépendance alimentaire. Le financement de la recherche et de l'innovation dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, plus précisément le développement de la recherche et de la production locale des produits pharmaceutiques de première nécessité, la pharmacopée. Le développement des enseignements à distance et la distribution des outils et supports pédagogiques en milieu rural. L'octroi des appuis de soutien aux personnes socialement vulnérables et enfants de la rue affectés par la Covid-19. L'extension à toutes les régions, la mise en place d'un système visant à garantir la disponibilité des stocks des produits de consommation courante. Alors, si on se sert de ce décret du chef de l'État comme boussole, je confesse que même moi qui suis journaliste, j'aurais du mal à démontrer les intrants agricoles là. Où est passé l'argent? Est-ce que les 180 milliards ont été réellement dépensés comme le prescrivait le chef de l'État camerounais, Dr Zé? Ok. La première chose qu'il faut relever, c'est que lorsque vous avez ce décret, il ne suffit pas seulement de le lire dans les premières lignes comme vous avez fait, parce que si vous vous arrêtez là, vous allez vous rendre compte que certainement ça a été bien fait et bien pensé. Il faut entrer dans les libellés et dans les activités qui ont été proposées par toutes les administrations. C'est là où vous allez comprendre qu'il s'agissait uniquement d'un partage d'un gâteau national. Ça, il faut le dire de façon claire. Lorsque vous entrez, permettez, M. Abati, lorsque vous entrez dans cette ventilation... Je vous coupe pas, vous gardez le micro. C'est vrai quand même que quand on regarde les libellés, ministère de l'administration territoriale, renforcement du système sanitaire, il y a de l'argent. On va, délégation générale à la sécurité nationale, le même libellé. Libellé revient, renforcement du système sanitaire. On va au ministère... de la Défense, renforcement du système sanitaire, ça revient. C'est ce que je suis en train de dire. Je dis que si vous vous arrêtez uniquement... Ministère de la Communication, renforcement du système sanitaire. Exactement. Donc, vous voyez bel et bien que quand on entre dans le fond du document, ce n'est rien d'autre qu'un partage justement de l'argent que le président a mis à la disposition de la lutte contre la crise sanitaire. Et c'est assez compliqué de savoir que on se retrouve dans ce genre de situation en période de crise. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que, comme je le disais d'entrée de jeu, que nous devons faire le maximum possible pour minimiser les coûts inutiles, pour que nous puissions savoir. En fait, c'est comme le schéma d'un père de famille qui a des situations à gérer chez lui. Ce n'est pas parce que, par exemple, vous avez un problème de gaz chez vous que vous avez l'opportunité de dépenser n'importe comment. Vous devez prioriser un certain nombre de choses. Alors, lorsque vous voyez, par exemple, au départ, tout ce qui a été listé, si on se focalisait uniquement sur ces activités, vous allez vous rendre compte que les 180 milliards, parce qu'il faut d'abord déjà dire une chose, c'est que ce qui a été partagé, c'est 130 milliards parce que 50 milliards a été alloué au remboursement de la dette interne. C'est écrit là-dedans. Donc, c'est 130 milliards normalement qui a été redistribué. Et lorsque vous regardez, par exemple, je vais prendre un exemple sur un ministère. Quel ministère? J'ai mon document. Ministère de l'enseignement supérieur, où on vous dit
où il propose, par exemple, des activités selon lesquelles on va faire la propriété dans les universités, je me pose la question, quelle est la significativité de cette activité dans ce genre de contexte? Est-ce qu'on devait attendre justement qu'il y ait Covid pour qu'on fasse de la propriété dans les universités? Ça, ce sont des choses qu'il faut justement évacuer dans ce genre de situation. Et aujourd'hui, on se pose la question, comment est-ce qu'on va faire pour la suite? Parce qu'il faut comprendre que malgré le fait que... Je ne vous coupe pas. Vraiment, je suis en train de faire tout le document. Quand je tombe sur quelque chose qui m'inquiète, Ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, régulation sociale, c'est quoi? Exactement, c'est une activité. Il ne faut pas dire ça comme ça, parce que sinon ça deviendrait... Non, si on lit ça comme ça, permettez, juste, vous allez continuer. Si on lit ça comme ça, évidemment, on ne peut pas comprendre. Effectivement, il peut y avoir une régulation sociale, mobilité. La régulation sociale, c'est quoi? C'est tout ce qui concerne la manière dont les normes sociales vont être mises en place par rapport à une situation donnée, une situation de crise. Par exemple, on pourrait dire par exemple, je ne sais pas si on l'a fait, hein, mais on pourrait dire par exemple que tous les enfants de la rue devraient être envoyés à un endroit ou bien pris en compte. Vous avez vu ça? C'est de la... Non, moi, c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que... Quand vous ne savez pas ça a été fait. Je voulais juste vous dire tout à l'heure que si on prend ce texte, hein, qui est un instrument de politique publique, parce que pour une fois, il y a été une politique publique qui a été mise par le gouvernement en vue de lutter contre le Covid. On a pris des mesures, on a mis de l'argent et on a voulu mettre des normes qui permettent justement la régulation sociale. C'est ce qui a été fait. D'accord. Maintenant, quand vous... Bon, en fait... Il a été coupé, allez-y rapidement, après oui, on prend la parole. Maintenant, quand vous prenez cet instrument et que nous sommes en 2020, nous sommes en 2021, et vous essayez de voir comment l'administration a fonctionné connaissant les procédures d'une administration. Vous comprenez pourquoi tout à l'heure, lorsque je finissais mon propos, je disais, si ça concerne l'impact véritable, c'est trop proche. Nous sommes trop proches. On doit faire l'évaluation plus tard. Nous devrions avoir une émission comme ça 5 ans plus tard. Franchement, est-ce que les mêmes ministres seront encore en poste? Mais justement, ce n'est pas parce que les ministres nous demandent. Nous on parle ici, j'espère, pour montrer que nous regardons avec attention ce qui se fait et nous voulons que nous suivions ce que l'administration fait. C'est compris. Mais le problème qui se pose en quelque sorte, c'est que nous ne pouvons pas faire cette évaluation. Nous ne pouvons pas l'envoyer dans 5 ans. Parce que les activités sont dans le très court terme. C'est-à-dire qu'il faut poser des actions. Il faut poser des actes. Par exemple, je vais prendre l'exemple du budget alloué à la formation à distance. Qu'est-ce qui est fait? C'est ça le problème. Parce que si rien n'est fait, ça ne vaut pas la peine d'attendre 5 ans pour voir l'impact. C'est ça le problème aujourd'hui. Le véritable problème, c'est que comme nous sommes dans une évaluation itinérée, c'est-à-dire que nous sommes dans une évaluation pendant la mise en place du processus, qui n'est même pas une évaluation parce que nous sommes dans la mise en œuvre là. Bien sûr. Nous sommes dans la mise en œuvre. Sûr. Et le problème, donc, généralement, c'est de pouvoir toujours renvoyer des évaluations à un temps assez long. Quand on le fait. Voilà, justement. Donc, il faut qu'on comprenne en quelque sorte ici que il y a beaucoup de choses qui ont été faites et il y a beaucoup de choses inutiles qui ont été incluses dans la gestion de la crise. Et aujourd'hui, il est question aujourd'hui, les véritables questions qu'il faudrait qu'on se pose, c'est que nous sommes engagés dans le processus des objectifs de développement durable et nous avons notre horizon 2035 qui est devant nous. Qu'est-ce que nous faisons? Quand nous voyons par exemple la SND qui a été produite avant crise, qui aujourd'hui doit être implémenté sans toutefois être réajusté dans les contextes et les conditions de crise. On se pose bel et bien la question de savoir comment est-ce qu'on va arriver, parce qu'on n'a pas prévu, lorsqu'on concevait la SND, qu'on aura justement ce taux de croissance qui a chuté en 2020. La SND n'intègre pas la crise Pas du tout. Pas du tout. On ne pouvait pas la réadapter. On l'a pas, justement, puisqu'on l'a présenté tel quel. D'accord. On va. C'est Claude, s'il vous plaît. Vous êtes là comme vous représentez les entreprises, hein. Vous n'êtes pas là pour défendre seulement. Non, moi je ne suis pas le gouvernement. Mais je vais vous dire, monsieur Ness Obama, j'aime qu'on parle des choses qu'on maîtrise. Moi, je suis cet instrument, vous savez, en tant que président du MECAM. Ouais. Parce que vous avez vu qu'il y a un certain nombre d'activités qui sont liées à l'économie. Je suis particulièrement, et pas plus tard qu'hier, particulièrement, parce que
quand j'entends que cet argent a déjà été décaissé, ça veut dire que je comprends que c'est quelqu'un qui ne suit même pas. Une bonne partie de cet argent n'est même pas encore décaissé. Qui l'a dit? Quelqu'un a parlé de décaissement là? Non, quelqu'un a dit c'est l'argent qu'on s'est distribué. Donc quand on s'est distribué, ça veut dire que... Est-ce Non, que distribuer Vous veut ne dire pouvez qu'on pas l'a lui déjà décaisser. reçu? non. Là, Oui, ça, on peut pas ce sont distribuer. les lignes qui sont déjà Non, là, mais non, on n'a pas dit, oui. s'il vous plaît, Non, Claude, je comprends pas. Claude, je vous en Oui, prie, oui. personne sur le plateau n'a dit que l'argent a déjà été reçu par les organismes ou les ministères en question. C'est une répartition qui ressort du décret du chef de l'État, mais l'argent, on n'a pas dit que les ministres en question ont déjà reçu cet argent. Attention, Non. il faut faire attention. Moi, je n'ai pas non C'est la plus, raison je n'ai pour pas non laquelle plus j'ai- parlé des c'est la- ministres qui auraient reçu de l'argent. Ou le ministère. Ou des ministères. Je dis bien ceci. Dans les propos qui ont été, on parle de partage du gâteau. Partage Ça, on du l'a gâteau. suivi quand même. Ça, c'est une expression que j'ai entendue sur ce plateau. Pour partager quelque chose, il faut bien que la chose existe. Alors moi, je vous dis, je suis particulièrement cette affaire parce que ça concerne en bonne partie la relance de l'économie, la résilience et la relance de l'économie. C'est vrai que Côte, ça aussi, ça pose un problème. Oui. On parle d'un décret du chef de l'État qui dispatche, pardon, les fonds. Cela suppose que les fonds Ces fonds sont là. sont là. Alors, si juste... Non, mais laissez-moi développer. Allez-y, D'abord, je vais vous allez-y, dire, allez-y. d'abord, le Cameroun, encore une fois, tous les pays du monde ont injecté de l'argent, tous les gouvernements du monde. Hein? En France, ils sont aujourd'hui à plus de 10 000 milliards d'euros que le gouvernement a injecté, que le gouvernement a donné des aides directes, des appuis directs. Donc, le fait que le gouvernement, dans une situation de crise, mette un fonds spécial pour essayer de lutter, me paraît être dans la normalité. Il n'y a pas là une Personne n'a exception. critiqué cela, hein. Oui, mais laissez-moi m'exprimer. Je n'ai pas dit que quelqu'un... Quand vous parlez, moi je n'ai pas dit que vous... Allez-y, critiquez. laissez-le parler. Laissez-moi dire ce que je suis en train de dire. Donc, et dans ces mesures, il y a des mesures qui relèvent de ce qu'on appelle des filets sociaux. Vous savez, le gouvernement, s'il, dans une situation de crise comme celle-ci, il y a des Camerounais, comme il y a eu dans beaucoup de pays. Moi, j'ai vu en France des gens qui n'arrivent même plus à manger. J'ai vu aux États-Unis des gens qui n'arrivent plus à se payer à manger. C'est l'argent public. Alors, le gouvernement ne va pas créer un décret pour dire que voilà, je mets de l'argent pour que le plus pauvre... On va vous formuler ça d'une certaine manière. Le spécialiste de politique publique va le dire. Donc, il y a un argent dont on sait qu'il va pour aider les plus pauvres. Alors, on peut le formuler comme on veut. Donc, le plus important, ce n'est pas de venir faire des procès d'intention, à mon avis, c'est de voir concrètement Ce qui a été fait. ce qui a été fait. D'accord. Et je peux vous dire que ce décret a d'énormes problèmes d'application. Parce que le niveau de contrôle et de procédure qu'on a mis en place pour s'assurer de l'effectivité et de l'efficacité de cette mesure est tel que ça a fini par tuer, de mon point de vue, même l'initiative. À tel point qu'aujourd'hui, vous avez, par exemple, je prends le cas des PME, les 2 milliards qui ont été mis aux PME, jusqu'à aujourd'hui, sauf si ça a été payé aujourd'hui, il y a déjà eu un recensement des entreprises sinistrées depuis le mois d'octobre. Il y a déjà eu la liste des bénéficiaires publiée fin octobre. Nous sommes aujourd'hui pratiquement fin février, les gens ne sont pas payés. C'est la question que j'allais Voilà. vous poser. Hein. Voilà. Est-ce que dans le MECAM, il y a des entreprises qui ont déjà eu quelque chose? Non, mais il y a des entreprises du MECAM qui ont été sélectionnées, qui sont déjà même informées. Voilà. Vous Mais avez... Le ministre des PME, Dr Basiletin, qui est un ministre quand même assez efficace, il a annoncé le déblocage de 2 milliards, n'est-ce pas? Oui, mais je suis mis à disposition. Oui, et il a fait ce qu'il devait faire. C'est-à-dire que le ministre Basiletin a publié un communiqué où il expliquait les conditions de sélection des entreprises. Et Dans toutes jusque-là, les régions, après 6 mois... les entreprises ont été sélectionnées. La liste a même été publiée. Mais les fonds ne sont pas encore débloqués. Pourquoi? Parce qu'on a mis en place beaucoup de contrôles qui sont peut-être nécessaires dans notre environnement. C'est pour ça que je dis, faisons attention de ne pas dire un certain nombre de choses. Je vous dis que pour détourner 1 franc de cet argent, c'est compliqué. Ils ont mis tellement de contrôles que ça a fini... Peut-être au ministère des PME, hein, parce qu'il y a d'autres ministères où il n'y avait pas de contrôle. Non, on a Monsieur autorisé Obama. les gré à gré, par exemple, au ministère Monsieur Obama, l'argent ne vient que du ministère des Finances. Les ministères sectoriels, leur travail, c'est de mettre en place le cadre de sélection. Aucun ministère ne reçoit de l'argent lui-même.
il sait que voilà ma quote-part. Vous avez même des ministères qui... Vous avez des ministères au vu des tracasses. Enfin, je peux en S'il vous plaît, les micros sont ouverts. Hein. Voilà. Tout ce que vous dites, ça passe à l'antenne. Hein. Vous avez des ministères même qui, au vu de la difficulté des contrôles, ils ont préféré... Abandonner. Je ne sais pas s'ils ont abandonné, mais ils ont remis ça... Au ministère des Finances. Ils ont remis ça à cet exercice. Donc, je peux vous dire qu'une bonne partie de cet argent n'est même pas encore... Ces ressources n'est pas encore disponible. Oui. Ce que je déplore et que je critique, parce que c'est là où je voulais en venir, je le déplore parce que dans l'esprit du chef de l'État, il s'agissait d'apporter des appuis directs dans l'immédiateté, dans des entreprises, à des activités, à des entreprises qui étaient en détresse. D'accord, c'est compris. Et il est totalement anormal que 6 mois après, nous en serions, alors que dans d'autres pays, les gens sont même à un deuxième plan d'aide, à un troisième plan d'aide. Donc je déplore cela, mais je voudrais quand même enlever de l'idée que l'argent... Il y a eu un partage parce que, je peux vous dire, les contrôles qu'ils ont mis en place, peut-être chat échaudé, sont tels que cet argent... Je connais même un ministère, je ne vais pas citer, vous allez citer un ministère là, vous allez vous rappeler, qui a préféré remettre son argent en disant qu'il a reçu plus qu'il en a demandé. D'accord. Voilà. Philippe, on sait quand même qu'au ministère de la Santé, le chef de l'État a décidé de voir clair. Il y a le contrôle supérieur de l'État qui est là-bas, envoyé... Oui, pas dans les 180 milliards, hein, dans d'autres... Les fonds Covid. Les fonds Covid, le contrôle supérieur de l'État est là-bas. On annonce d'ailleurs la Chambre des comptes aussi, qui est de ces côtés-là. Mais est-ce que ce n'est pas un problème? La volonté du chef de l'État qui se heurte à des mécanismes qu'on n'explique pas. Et là, je suis un peu d'accord aujourd'hui. Bon, je ne dois pas donner mon avis, mais je suis avec vous sur le plateau, avec le docteur Armand Elono. Si, depuis juillet, les entreprises qui étaient sinistrées, qui étaient en agonie, n'ont pas pu recevoir l'aide souhaitée par le chef de l'État et qu'on en soit encore là à parler des... Certaines entreprises ont demandé que peut-être qu'on attendait qu'on les enterre, peut-être qu'on pense qu'on les... Ça veut dire que la situation est quand même grave, Philippe. Bon, moi je ne vois pas la chose de cette manière. Vous savez, nous avons dit qu'il n'y a pas lieu d'être alarmiste, que ce soit du point de vue économique que sanitaire. Parce que les chiffres tels qu'on nous les présente, en tout cas, ne reflètent pas, n'est-ce pas, la réalité d'une pandémie ou même d'une crise sanitaire. C'est-à-dire que... 523 morts, on est à moins de 5%. Et le nombre de blessés, surtout le niveau de guérison. 93%. Le niveau de guérison. Si je me trompe donc, tout cela ne prête pas à être alarmiste. Et le niveau de contraction de l'économie non plus. Maintenant, pour ce qui est de l'accès à ces aides, il ne faut pas oublier dans quel environnement les acteurs économiques évoluent. Dans le clair-obscur. Et donc, ce qui se passe, et je vous annonce que le FMI ou le ministère des Finances, dans les jours qui viennent là, va lancer un audit, n'est-ce pas, de fonds de 180 milliards, de ce qu'il en est. Mais on nous dit des fonds qui n'ont pas encore été... Non, les fonds sont disponibles. Ce qu'on dit, c'est que si vous dites, vous entrepreneur, que mon entreprise a été impactée négativement, on vous dit apporter les éléments justificatifs. Non, et ce qui... non, vraiment, je dis, hein, moi c'est quelque chose que je suis. Je ne voudrais pas couper, c'est pour la bonne information. Je voudrais dire que hein, les entreprises qui ont été sélectionnées, c'est d'abord ce qu'on leur a demandé. Vous comprenez? C'est des choses auxquelles nous participons. Ouais. C'est des choses auxquelles nous participons. C'est pas donc les entreprises ont déjà été sélectionnées sur la base, parce qu'elles ont justifié de l'impact qu'ils ont. Les commissions... Ce sont les grandes entreprises ou les PME? Non, il y a eu des PME. Oui. Bon, les grandes entreprises, ça n'a pas... Les 32 milliards, c'est l'enveloppe globale des grandes et des petites. Voilà, il y a certains, et puis vous avez les secteurs comme les... Je veux dire que la sélection, c'était pas une sélection au hasard. Je ne suis pas là pour défendre... Tout à l'heure, Claude, tout à l'heure, vous disiez qu'il y a l'opacité, bon, pas l'opacité, il y a beaucoup de mesures qui bloquent le pouvoir. Il s'agit de quoi? Non, des mesures de contrôle. C'est-à-dire que parfois... C'est ça qui parle. Non, c'est pas la même chose. Lui parle d'un audit. Quel contrôle, par exemple? Non, l'audit... Permettez, Philippe, permettez. Même s'il faudra prendre même 10 minutes supplémentaires, on va expliquer ça au Cameroun aujourd'hui. Voilà, les contrôles dont vous parlez, qui vous semblent un peu brodés. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Oui. Je dis ceci, le processus de sélection et
de mise en œuvre de ces mesures est extrêmement encadré par beaucoup de mesures qui rendent, comme je l'ai dit, qui rendent la mesure peu efficace. Ça alourdit. C'est un peu comme on dit souvent que le gouvernement a du mal à emprunter de l'argent à l'extérieur à cause des procédures. Quand l'Union européenne va vous donner l'argent, si vous savez les procédures que vous devez traverser pour avoir l'argent de l'Union européenne... Si on est en règle, on n'a pas de problème. Non, ça rejoint ce que Philippe dit. Il y a des entreprises qui ne sont pas en règle, mais qui souhaitent bénéficier de l'aide du chef de l'État. Non, vraiment, non. Ça, je ne peux pas laisser passer ça. Mais je vous dis... Non, je ne peux pas laisser passer ça. Il défend sa chapelle, oui, je ne peux pas laisser passer ça parce que je suis en train de vous dire que vraiment, pour une fois, il faut savoir saluer. Les critères de sélection étaient connus, étaient publics, étaient transparents. Et il fallait justifier. Bien sûr, moi je ne veux pas dire qu'il n'y a pas eu, mais je vous dis que pour qu'une entreprise passe par les mailles du filet, où les entreprises ont été associées à la sélection, parce que nous, on était associés à la sélection pour une fois. Ce n'était pas seulement les pouvoirs publics. Ça, il ne faut pas penser qu'il y a une transparence. Donc, c'est compris. Permettez, s'il vous plaît. De mon point de vue... Vous avez arraché la parole à Philippe. Voilà. De votre point de vue, il n'y a pas de... Non, je ne dirais pas qu'il n'y a pas. On ne peut jamais dire que le risque zéro existe. Mais je veux dire que nous ne pouvons pas commencer à faire des procès en sorcellerie aujourd'hui, étant donné que la mesure elle-même n'est même pas encore appliquée. C'est compris. Voilà. Philippe, permettez à Philippe de dire des bêtises. Pour terminer, voilà. Allez-y Philippe. Je dis ceci. Si on peut considérer ça comme des bêtises. Cet argent est là, il est liquide. Il est affecté dans les différents comptes pour les missions qui sont affectées. Parce qu'après le programme renforcement du système de capacité, vous avez des projets. Et après les projets, vous avez des actions. Cette fois-là, concrètes. C'est derrière ces actions que se trouve en fait le financement ou le décaissement. Ce qu'on dit, c'est que, si vous estimez que vous avez été impacté et que vous méritez une compensation, vous apportez les éléments probants de l'impact et l'évaluation. Si vous avez fait une prestation, vous entrez dans la chaîne de la dépense et tout le reste. Maintenant, pour que vous soyez payé, vous devez être en règle avec le fisc. Et ça fait partie de ces mesures dont M. Abaté nous va parler. Et qui font que vous avez beau être impacté, mais si vous devez un franc au fisc, l'État ne prendra pas de l'argent pour vous donner alors que vous le devez de l'argent. Monsieur Obama, nous sommes ici pour édifier les auditeurs. Je vous dis encore que moi j'ai la chance de parler de quelque chose à laquelle je participe. Pour être sélectionné, ce n'est pas au moment où on vous paie qu'on vous demande le fisc. Le dossier, vous devez justifier dans le dossier fiscal. C'est-à-dire que les mesures, c'est pour ça que je dis, il parle de ceux qui ne maîtrisent pas. Je vous dis que la sélection, il n'y a plus... Si on a les dettes. Non, vous ne passez même pas. Je vous dis que parmi les critères de sélection, ça faisait plutôt... C'était en amont. Ça c'est des choses qu'on a réglées en amont. Ce n'est pas des choses qu'on dit que non, tu as déjà droit à l'argent et quand tu vas prendre l'argent, tu amènes ton dossier. On va faire un dernier tour. Le dossier fiscal... C'est votre dernière prise de parole. Le dossier fiscal faisait partie des critères de sélection. Donc, on ne peut pas sélectionner une entreprise qui était endettée. Dès le départ, et je parle de ce que moi j'ai vu et de ce qui s'est fait. Aucune entreprise endettée vis-à-vis du fisc n'a été sélectionné parce que dès le départ, il fallait justifier d'un dossier fiscal en bonne et due forme. Donc parlons des choses qui sont vraies. Alors, c'était un dernier tout le temps, mais je voulais prendre la contribution de ces Camerounais, si vous permettez, en une minute. Le Cameroun est à la peine aujourd'hui pour la relance économique post-Covid. C'est aussi dû à sa mauvaise politique d'encadrement de son secteur informel qui date des lustres. Comment comprendre qu'un secteur qui participe à plus de 57% du PIB et qui présente la plus forte offre en termes d'emploi, soit près de 90% des travailleurs camerounais, qu'aucune mesure n'est prise en compte ces secteurs. Pourtant, c'est l'un des secteurs qui a connu les affres les plus violentes de la pandémie. Il est important et nécessaire que les pouvoirs publics écoutent, réorganisent le secteur informel et même les promoteurs de très petites entreprises qui sont le plus souvent pris au piège de la catégorisation n'étant ni des PME ni le secteur informel. Dans les 180 milliards d'aides aux entreprises, non, les 180 milliards, ce n'est pas pour les entreprises, c'est pour le plan de riposte. Les très petites entreprises n'ont pas été prises en compte. Même les consultations organisées par le Premier ministre, les promoteurs des très petites entreprises n'ont pas été associés. La redynamisation de l'économie ne saurait être objective si on vient à négliger un secteur qui participe à 57% et qui emploie 90% des travailleurs camerounais. Joseph Bolo, président de l'organisation patronale du Cameroun. C'est laquelle?
C'est une autre organisation. Hein. Alors, je suis sur votre dernière prise de parole. Est-ce qu'aujourd'hui, au-delà des mesures qui ont été prises, je sais quand même que le ministre des Finances a décidé il y a eu l'appurement de la dette intérieure. Ça va également relancer l'économie. Il faut tirer un coup de chapeau au ministre du Paul Moutazé. Quand c'est bien, il faut le dire sans embâche. Vraiment, chapeau, monsieur le ministre, d'apurer ces dettes. Ça permet à ces entreprises qui attendent toujours l'aide de Covid qu'elles puissent au moins survivre. Votre mot de fin, s'il vous plaît. Alors, mon mot de fin, c'est que dès le départ, je vous ai dit que cette question concernant l'équité et le renforcement de la résilience des petites, du monde informel, était quelque chose de fondamental parce que, pour vous dire, franchement, je trouve que les mesures qui ont été prises pendant la période, c'est-à-dire que juste quand on a commencé à voir ce que c'était que ce Covid et que ça pouvait durer, le gouvernement camerounais, par son président et par le Premier ministre, ont pris un certain nombre de mesures. Je dis encore que évaluer cela in itinéré est quelque chose d'assez compliqué, mais que si nous continuons à penser sur une sorte de triptyque, c'est-à-dire équité, c'est-à-dire qu'il faut que toutes les mesures qui ont été prises puissent être dans un sens équité, ça veut dire on pense richesse, pauvreté, que ce soit dans les personnes que dans les entreprises, que nous renforcions, qu'on renforce des mesures qui sont tournées vers les petites sociétés, petites entreprises plus l'informel, cela serait vraiment salutaire. D'accord. Et puis, donc, savoir que nous devons aussi essayer d'être très attentifs à la manière, je conclus là, à la manière dont notre pays se comporte par rapport à la balance commerciale. Parce que si nous regardons notre balance commerciale en cette période, de Covid, les politiques qui permettent de pouvoir réduire notre balance commerciale seraient les bienvenues et pourraient nous permettre là de vraiment commencer à continuer à pouvoir avoir des politiques publiques cohérentes pendant toute la période que va durer cette pandémie. Parce qu'il faut partir de cette idée. Il ne faut pas se dire que ça va finir demain. Il faut partir de l'idée que qu'est-ce que nous faisons pour pouvoir produire des politiques publiques cohérentes qui peuvent aller sur le long cours. Merci beaucoup. Docteur Alberzi, on va bientôt se quitter. Il y a déjà la phase 2, c'est bien ça, du Covid. Le plan des ripostes présidentielles ou gouvernementales de la phase 1 n'a pas encore été complètement consommé. Vous pensez qu'aujourd'hui, le chef de l'État devrait, au-delà des mesures, les 13 mesures, est-ce qu'on doit les réactiver? Du moins, les mesures, on doit les réactiver parce que le Covid est toujours là. Mais sur le plan économique, est-ce qu'on peut déjà penser à un plan B alors que le plan 1 n'a pas encore été complètement épuisé? Moi, je pense qu'il faudrait le revoir parce que si le plan 1 n'a pas été épuisé, ça veut dire qu'il a beaucoup de lourdeur et beaucoup de choses qu'il faut justement apurer à l'intérieur. Il faudrait le réactualiser pour qu'il soit véritablement implémentable et de façon efficace. Quand on parle, par exemple, là, le président Abaté disait tout à l'heure qu'il y a des lenteurs. 6 mois plus tard, on n'a pas encore décaisser de l'argent pour soutenir les entreprises, mais ça cause problème parce que nous sommes dans une situation de crise et la crise c'est quelque chose d'immédiat et on ne va pas attendre que les gens finissent de succomber complètement pour venir les soutenir. Donc je pense qu'il faudrait à ce moment qu'on fasse une véritable évaluation de ce plan qui n'arrive pas à être implémenté et qu'on puisse justement donc le réajuster. Ok. Philippe, et que certains fonctionnaires vous aurez la parole, Claude. Est-ce que vous savez que vous aurez la parole, Claude? C'est vous qui allez conclure cette émission. Philippe. Les fonds du Covid me font penser au fonds C2D. Vous savez, sur le budget de l'État, après 6-7 mois, le budget de l'État est déjà épuisé. Mais sur les fonds C2D, compte tenu du niveau, n'est-ce pas, de procédures et de vérification pour le déblocage, vous avez les fonds qui sont toujours à la BEAC, alors qu'il y a des activités à mener. Donc, ce n'est pas que l'argent n'est pas disponible ou que l'État ne veut pas payer, mais c'est que ceux qui sont volontaires, prestataires, n'arrivent pas toujours à montrer remplir les obligations. Maintenant, pour ce qui est de la phase 2, la loi des finances 2021 a prévu 150 milliards, dont 50 milliards pour la relance économique, le soutien à la production. Et c'est l'occasion de questionner, n'est-ce pas,
l'affectation ou l'utilisation réelle de ces ressources, parce que même déjà sur les 180 milliards, il y a une partie qui était allouée, on parlait tout à l'heure des centrales et tout le reste. Pourquoi je le dis? Parce que ce que nous avons dû observer, c'est qu'il y a plus de riz camerounais, d'autant plus qu'on a eu une période où la chaîne logistique était rompue. Tout ce qui était produits alimentaires importés et tout le reste. Mais on n'a pas eu de pénurie de riz importé. On a, bien au contraire, on a même eu des appels d'offres du ministère des Pêches qui demandaient des prestataires pour l'importation du poisson, encore d'autres choses. Donc je veux dire, des actions qui ne me semblent pas en cohérence avec les lignes, parce que nous sommes, d'ailleurs, pour le budget 2021, dans le début de la politique d'impôt-substitution. Et donc, je ne suis pas certain que les actions qui sont menées par certains départements ministériels s'inscrivent à la fois dans cette logique, n'est-ce pas, de la loi de finances et des fonds. Claude, vous allez conclure, mais je rappelle quand même à toutes fins utiles que nous n'avons pas dit ici que les ministères ont déjà pris l'argent du Covid. N'allez pas embêter les ministres, ne les accusez pas dans les journaux qu'ils ont pris de l'argent. Il y a un décret, l'argent est disponible. Certains ministères n'ont même pas encore eu un moins de copec des fonds Covid. Claude, finalement, on peut dire que le chef de l'État a été avant-gardiste. Lui, il y a des mesures, il n'a pas confiné, et il a débloqué les fonds, mais les gens n'arrivent pas à prendre l'argent parce qu'il y a la rigueur et la moralisation, du chef de l'État dans le déblocage des fonds Covid. Ça vous dérange un peu, vous qui êtes membre du RDPC, c'est incroyable, non, Claude? La rigueur. Vous savez qu'il y a un parti politique de l'opposition qui aujourd'hui, dont je ne vais pas citer, qui a du mal à on n'en est pas là. Parlez d'abord du fonds Covid. Le RDPC n'a pas le monopole des problèmes de mœurs, de rigueur. Mais pour être beaucoup plus sérieux, il faut dire, Monsieur Obama, vous avez une minute. C'est vraiment à ça que je voulais vraiment qu'on revienne. C'est que face à la crise, ce qui fait la différence entre les pays, c'est la capacité de ces pays à relever le défi de la crise par les mécanismes, les moyens qu'on met en œuvre. Et nous sommes un peu sur notre faim, le secteur privé, parce que nous voyons bien la bonne volonté du chef de l'État, la bonne volonté du gouvernement, mais qui a du mal à se concrétiser concrètement, notamment par ces fonds. Et moi, j'ai rencontré le ministre de l'économie lundi dernier, qui m'a rassuré sur un certain nombre de démarches qui sont entreprises pour aller dans le sens que disait M. Souet tout à l'heure, parce qu'il y a un plan massif d'accompagnement du secteur privé qui est prévu cette année. Mais là encore, nous craignons et nous espérons que au-delà du plan qui sera adopté, que concrètement sur le terrain, les fonctionnaires chargés d'exécuter et de mettre cela en œuvre sauront le faire avec efficacité, avec célérité et surtout avec beaucoup plus de transparence que on a souvent observé par ailleurs. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le sujet. Et peut-être qu'on va, avant de recevoir Jadis Kamga pour le fact-checking du jour, sortir par cette information qui est pour le moment exclusive. On a pu avoir la copie d'une lettre du ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, qui s'adresse donc à tous les gouverneurs, si la régie le permet donc, en ce qui concerne le combat à la Fédération camerounaise de football, après la lettre du ministre des Sports et de l'Éducation physique, professeur Moëlle Kombi, qui donne donc les stades à la Fédération camerounaise de football, côté, du moins, version Seydou Mbonjoya, le ministre Paul Atangandji. Est-ce qu'on peut avoir la lettre à l'antenne, s'il vous plaît? Le ministre Paul Atangandji indique clairement que les gouverneurs doivent reconnaître un seul président à la FECAFOOT, c'est bien monsieur Seydou Mbombo Ndjeya. Vous avez donc cette lettre, on a pu avoir la copie, j'espère qu'on ne fera pas en procès parce que c'est un document, normalement c'est un document public qu'on ne devrait pas avoir, mais il traîne sur les réseaux sociaux et nous aussi on a puisé dans la poubelle, on l'a, ce document du ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji. Il est donc clair que c'est M. Seydou Mbombo Ndjeya qui est reconnu par le gouvernement camerounais. Et pourtant, en début du mois de mars prochain,
Monsieur Seydou Bombondua et toute son équipe, ils sont donc attendus au tribunal après l'exéquature qui a été obtenue par le général Pierre Semengue. Ça veut dire que la fin du match n'est pas encore sifflée. On est peut-être dans le temps additionnel. Et le but marqué par Seydou Bombondua n'est pas un but. Avant, on parlait de quoi là? Non, pas réglementaire. C'est pas une mort subite. Hein. Il y a encore quelques temps de jeu pour cette rencontre-là. Allez, on prend une respiration à la régie et notre plateau sera illuminé derrière par la charmante Janice Kanga. Janice Kanga est déjà avec nous. Je rappelle que dans les jours à venir, peut-être la semaine prochaine, on interrogera la mission du contrôle supérieur de l'État au ministère de la Santé. Une mission qui est là pour voir comment l'argent du Covid a été géré et surtout les marchés qui ont été attribués aux uns aux autres. On va peut-être faire le travail, aider le contrôle supérieur de l'État à faire leur travail parce que si les policiers, les grands contrôleurs du CONSUP font un contrôle, nous également, journalistes, on a le droit de faire le contrôle, n'est-ce pas, Philippe? On va ensemble et vous reviendrez avec le docteur Zé pour examiner la passation des marchés, tout ce qui s'est passé au ministère de la Santé pour voir si tout cela était dans l'orthodoxie administrative. Janice, bonsoir, ça va? Bonsoir Ernest, ça va super. Ah oui, ça fait du bien de te retrouver sur le plateau. Allez, on va faire le fact-checking du jour et on recommence encore avec cette fameuse affaire du Covid. Un protocole de traitement en circulation sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il est vrai ou faux? Il s'agit d'un faux protocole selon cette recette miracle dont la paternité est attribuée au ministère camerounais de la Santé publique. L'association de 6 ingrédients garantirait la guérison des personnes qui ressentent des symptômes d'infection par le coronavirus et se mettent en quarantaine. Selon cette posologie, il faut combiner le Panadol 2 fois par jour, de la vitamine C 1 fois par jour et de la vitamine D 1 fois par semaine, entre autres. Donc c'est un fake news. La prise en charge des patients du Covid-19 au Cameroun se fait toujours dans des centres spéciaux. Il n'existe à ce jour aucun remède officiel, mais des tractations sont en cours pour l'introduction d'un vaccin dans les prochains jours. Attention, si vous ressentez les symptômes du coronavirus, à savoir vous étouffez, vous toussez, vous avez du mal à respirer, appelez le 15, c'est quoi 15-10, c'est ça Docteur Zé, le 15, il y a un numéro vert. Il y a un numéro vert qu'il faut... Ou alors aller à l'hôpital. Il faut aller à l'hôpital. Aller à l'hôpital. Parce que le numéro actuellement il ne fonctionne pas. Fonctionnel, donc il faut aller à... C'est terrible quand même, le numéro ne fonctionne plus. Alors, on va dire aller à l'hôpital, consulter un médecin. S'il se rend compte que c'est le Covid que vous avez, il vous enverra dans un centre approprié. Il y a le centre Orca, il fonctionne toujours, non loin d'Akopol à Yaoundé. Il faut faire attention. Le Covid est là, il sévit. Respectons les mesures barrières édictées par le chef de l'État. Dès que vous ressentez les symptômes, allez rapidement à l'hôpital. Allez, on parle d'autre chose. On va à Kribi, on parle d'un communiqué qui annonce le recrutement de 594 personnes à l'autorité portuaire de Kribi. Vrai ou faux? Il s'agit d'une fausse information. Cette annonce de recrutement est un faux et dissimule en réalité une grosse arnaque. Le communiqué en question, relayé près de 700 fois sur Facebook depuis le 2 février, annonce le recrutement de près de 600 employés au port autonome de Kribi dans la région du sud Cameroun. Ce document est en réalité un faux selon le directeur général du port qui dénonce à son tour par voie de communiqué le 10 février dernier une arnaque à ciel ouvert. Patrice Melon a démenti ces informations. Il précise qu'elles sont non fondées et ont été publiées par des individus sans foi ni loi. Il invite enfin les jeunes en quête d'un emploi à la plus grande prudence. WhatsApp inaccessible dès le 15 mai à cause de sa nouvelle politique de confidentialité. Info ou intox? Rien n'est encore sûr pour le moment. La question a été remise au goût du jour par un
Post de BBC News Afrique aujourd'hui, selon le média, WhatsApp désactivera les comptes de tous ceux qui rejettent les nouvelles conditions de confidentialité du géant. L'on se souvient que WhatsApp a annoncé le report de l'application de ces nouvelles règles de confidentialité du 8 février au 15 mai 2021. Nous avons donc fait un tour sur l'application pour en savoir plus. Pour le moment, aucune info supplémentaire n'infirme le compte à rebours du 15 mai. L'application s'attelle plutôt à sensibiliser ses utilisateurs sur sa nouvelle politique. Il n'est pas exclu que la date du 15 mai soit encore prorogée. Votre coiffure, c'est les rastas? Non, c'est pas des rastas, c'est une greffe naturelle. Greffe naturelle. C'est quoi la différence entre le naturel et le brésilien? Là, il faudra tout un autre cours, Ernest. Parce que naturelle, brésilienne, indienne. Et peut-être que ça va m'aider pour qui sait. Hein? Allez, merci Janice d'avoir été avec nous. La dernière sortie, c'est demain, c'est bien demain, j'ai dit. On va dire merci au président du BECAM, Claude Abaté, qui était avec nous. Merci à Philippe Soa, qui était avec nous. On discute tout à l'heure pour voir si vous pouvez nous rejoindre ou pas. Docteur Armand Edono, merci infiniment. Docteur Albert Zé, on vous remercie infiniment pour ce que vous faites. Il y a le docteur Albert Zé qui fait un travail formidable de sensibilisation sur le Covid-19. Il y a également le docteur Roger Etoile qui est à Douala. On espère l'avoir au téléphone pour le lui dire parce que c'est bien dédié aux Camerounais de faire attention, d'accompagner le ministère de la Santé publique dans le travail de sensibilisation des populations. Allez, merci à toute l'équipe de production Verlin Koueté, merci à Christian Merlin Zotin, à Zote, autant pour moi, à Jimmy Obélé, à toute l'équipe de production derrière. On souhaite bien bon rétablissement à madame le directeur de l'information de Bnews 1, Albertine Bichaka. Et on dit également bien de choses à notre ami Sébri Akone, dont l'épouse sort peu à peu de l'opération chirurgicale qu'elle a subi ces jours même ici à Yaoundé. N'oubliez pas, mesdames, messieurs, le temps reste et demeure le véritable tribunal de l'histoire. Le meilleur, c'est ici et nulle part ailleurs. Bien le bonsoir. Avec un Isbet. Et vous? Il gagne avec un Isbet. Et vous? Il gagne avec un Isbet. Et vous? Il gagne avec un Isbet. Et vous? Un Isbet. Bookmaker Company. ISMEF Académique, votre institut supérieur de formation professionnelle bilingue. Avec ISMEF Académique, vous avez des formations en technologie de l'information et de la communication, l'hygiène et gestion des déchets, maintenance du système informatique, des métiers agro-pastoraux, douane et transit, banque et finances, réseau et sécurité, agents paramédicaux. ISMEF Académique est constitué d'un corps d'enseignants compétents et expérimentés avec des formations cadrées sur le développement et performance professionnelle et dans l'entrepreneuriat. Dans le domaine de la communication, ISMEF Académique et son partenaire Bnews One forment ses apprenants afin de leur permettre d'acquérir l'expérience à travers les pratiques dans l'administration. Et pour garantir les emplois post-formation, ISMEF Academy règle le problème grâce au bureau de l'emploi qui assure votre insertion socio-professionnelle.